Bienvenue dans MOE, c'est moi qui ai le plaisir de remplacer Mohamed Kassi aujourd'hui. Maghreb Orient Express vous emmène en Égypte. Le Caire, ses pyramides, son sphinx et sa cité Héliopolis. Cette ville est née dans le désert au début du XXe siècle. Un projet initié par une figure de l'industrie belge, Édouard Ampin. Bonjour Amélie Darscott. Bonjour. Vous êtes historienne et vous nous faites revivre cette aventure architecturale et humaine dans le roman d'Héliopolis, paru aux éditions Weyrich. Et vous allez nous raconter cette belle histoire, une histoire familiale. Nous allons aussi célébrer les 5 ans du magazine Orient 21. Bonjour Alain Grèche, vous êtes le fondateur de ce journal en ligne, un média de référence sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Et vous allez nous dévoiler en avant-première, je le dis, donc dans MOE, votre nouvelle formule. Et bien sûr, vous allez nous parler du Caire. Vous êtes né au Caire, vous avez vécu en Égypte et vous couvrez l'actualité dans ce pays comme dans bien d'autres. Alors justement, je vous propose à tous les deux et à vous tous qui nous regardez de nous connecter au Caire. Nadia Blétry est avec nous en direct du Caire. Bonjour Nadia. Alors le Caire se dote d'un nouveau musée, un projet pharaonique évidemment qui a pris beaucoup de retard. Donc cette fois c'est confirmé, le musée va ouvrir ses portes, mais quand ? Alors, a priori, le musée devrait ouvrir ses portes en 2020, plus précisément en avril 2020. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le chef de l'État il y a quelques mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première annonce de ce type. En fait, on pensait même qu'il ouvrirait à la fin de cette année. On a entendu parler aussi de 2019, mais a priori, là, on nous dit que ce devrait être en 2020. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet est ancien. En fait, la première pierre a été posée en 2002, donc sous l'ère d'Hosni Moubarak. Mais entre-temps, les travaux se sont arrêtés. Et c'est véritablement ces dernières années, en fait, que le musée est sorti de terre. Et là, quand on se rend sur le site, on voit vraiment quelle allure va avoir ce futur musée qui devrait donc ouvrir en 2020. Alors, ce nouveau musée est présenté comme le Louvre d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Alors c'est vrai que la direction du musée présente le grand musée égyptien comme le futur plus grand musée d'égyptologie au monde. Alors il devrait contenir 100 000 pièces, donc 100 000 œuvres d'art, avec dans la collection phare en fait le trésor de Toutankhamon, qui pour la première fois va être réuni au même endroit et donc accessible aux visiteurs. Il y a aussi dans les sous-sols du musée 17 laboratoires qui pour restaurer à la fois le cuir, l'or, le bois, les pièces monumentales, etc. Et c'est vrai que là encore, la direction du musée veut en faire un pôle de référence, un pôle technologique de référence, non pas seulement pour le musée lui-même, mais pour l'ensemble de la région. Alors l'un des objectifs est d'attirer les... Ça a un coût également. Oui. Ça a un coût également, puisque le musée a coûté plus d'un milliard de dollars, en fait. Oui, alors la volonté, c'est d'attirer les touristes. Ils avaient déserté l'Égypte. Est-ce qu'ils reviennent ? Alors, c'est vrai que le Grand Musée s'inscrit dans cette perspective globale de réattirer les touristes. En fait, la direction escompte sur 8 millions de visiteurs par an. Alors, pourquoi relancer le tourisme ? Parce que le tourisme, c'est un secteur clé de l'économie égyptienne. Et vous le disiez, en fait, le tourisme, ces dernières années, en fait, a été vraiment sinistré, notamment après la révolution de 2011 et également avec l'instabilité politique en 2013. Il y a eu un autre coup dur pour le tourisme qui était en 2015, l'avion qui a explosé au-dessus de Sharm el-Sheikh, puisqu'un explosif avait été placé par la branche locale de l'État islamique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va mieux. Les chiffres de 2017 sont plutôt bons. On a vu arriver 8 millions, un peu plus de 8 millions de visiteurs. En revanche, on est encore loin des chiffres de l'avant-révolution qui étaient autour de 15 millions de visiteurs par an. Merci Nadia Blétry, donc en direct du Caire. Alors Alain Grèche, une petite réaction. Est-ce qu'aujourd'hui l'Égypte fait moins peur aux touristes ? Est-ce que cette reprise du tourisme, vous l'avez constaté vous-même ? Oui, enfin les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais en même temps on est à moitié moins de touristes qu'avant la Révolution. Et il faut rappeler que le tourisme est une des 3 ou 4 grandes rentrées pour le budget égyptien. C'est-à-dire il y a le pétrole, ce qu'on voit les expatriés, le canal de Suez et le tourisme. Donc ces pertes ont été très très importantes. Elles ont affecté, au-delà de l'État, elles affectent des millions de gens qui vivent du tourisme, non seulement en Haute-Égypte où il y a tous les temples, etc., mais même au Caire.
Donc effectivement, ça reste quand même très dur pour les Égyptiens. Donc on a hâte de découvrir ce musée, hein, on vient d'en parler, hein, ce grand musée qui sera consacré donc à l'égyptologie. Amélie Darscott, vous avez hâte de le visiter, ce musée, vous y êtes allée parce que tous les deux, vous allez souvent au Caire. Je retourne au Caire dans une quinzaine de jours donner des conférences et c'est vrai que j'ai vu les travaux l'année dernière. Je reste malgré tout, vous allez peut-être sourire, un peu une nostalgique de l'ancien musée des Antiquités du Caire qui est peut-être un capharnaüm total mais qui a un charme absolument suranné et il faut y aller. Alors j'ai hâte évidemment de voir ce musée qui est un petit peu en attendant Godot. On a l'impression que, je dirais que les cérémonies d'ouverture sont un petit peu postposées. Donc on a beaucoup d'impatience à aller le visiter. Mais c'est vrai que le musée du Caire, l'ancien, est quand même un endroit à visiter. Il a été immortalisé d'une certaine manière dans une bande dessinée qui est fameuse, qui est celle de Jacobs, avec Black et Mortimer sur le mystère de la Grande Pyramide. Et on a l'impression d'être dans un Agatha Christie. Voilà. Voilà, ou Indiana Jones. On a l'impression que tout a été posé comme ça. Mais c'est vrai qu'on doit voir que 5% des pièces qui sont disponibles en Égypte. Et donc le Grand Musée, on l'espère, va permettre de montrer plus de choses. De redécouvrir on aura la nostalgie de l'ancien. Fabuleuse collection. D'ailleurs, vous en parlez dans votre roman, hein, le roman d'Héliopolis, hein, de ce musée, de l'actuel musée du Caire. Alors, on va se transporter dans une autre époque, hein, si vous le voulez bien, vraiment. Alors là, nous sommes en 1902 et vous nous faites revivre, Amélie Darscott, donc cette folle aventure d'Héliopolis. Deux hommes décident de construire une ville en plein désert et c'est une histoire qui vous touche personnellement parce que c'est dans votre famille, en fait. Finalement, c'est un peu à vous, Héliopolis. Oui, en fait, je dirais début XXe siècle, Édouard Rampin, qui est le grand capitaine d'industrie belge, se rend en Égypte. Ça fait 10 ans déjà, en 1905, qu'il y investit. Il avait commencé avec la Société des tramways du Caire. Et là, il retrouve en fait mon arrière-arrière-grand-père, qui était Bogos Nubar Pacha, qui était le fils du premier ministre égyptien Nubar Pacha. Bogos Nubar, lui, il a été administrateur des chemins de fer égyptiens. Il s'est rendu à l'exposition universelle de Paris en 1900. Il a obtenu d'ailleurs une médaille d'or. Il a présenté une machine à labourer assez efficace et il veille à développer l'agriculture autour d'Alexandrie. Ces deux hommes se rencontrent pour créer une société qui s'appelle en termes courts la Cairo électrique. C'est une société qui est une société immobilière pour construire une nouvelle ville, Héliopolis, la ville du soleil, à une quinzaine de kilomètres du Caire. Et vous nous rappelez d'ailleurs que Édouard Rampin a eu un coup de foudre pour l'Égypte, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs à tout à chacun. Et c'est pour ça qu'il veut fonder cette ville en plein désert. Il veut fonder cette ville en plein désert et en même temps il veut quelque part être gravé sur le socle de la gloire. Édouard Rampin n'a presque plus rien à prouver quand il arrive en Égypte. Il a 48 ans, il est au sommet de ses entreprises. L'Empire Rampin, ce sera au cours de sa vie 105 sociétés sur 4 continents différents. Mais comment rester quelque part éternel ? Il est éternel parce qu'il a créé cette nouvelle ville ex nihilo en plein désert. C'est un challenge absolument extraordinaire. Il va d'abord avoir des concessions pour le chemin de fer et les lignes de tramway. Il faudra creuser des puits artésiens. Il faudra construire des centrales électriques. Il faudra construire des usines pour les briques en silico-calcaire. Donc c'est un challenge évidemment monumental. Et alors, ce qui est étonnant, enfin, pas vraiment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Héliopolis a été intégré dans la ville du Caire. Vous connaissiez Héliopolis, évidemment, quand vous avez vécu au Caire. Bon, moi, je suis né en 48 et j'ai quitté en 1962. Héliopolis était une banlieue proche du Caire. Ce n'était plus du tout le désert. Donc, c'était effectivement quelque chose de particulier. Et c'était un peu les restes de ce que moi, j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du Caire qui était une ville européenne. Avec le charme des villes européennes, avec les librairies, on trouvait les derniers romans qui étaient parus au Caire, on les trouvait là, etc. Mais en même temps, quelque part, une ville extraterritoriale, c'est-à-dire qui n'était pas égyptienne. D'ailleurs, vous citez dans votre livre le célèbre orientaliste Jacques Berck qui dit « Le Caire est comme un vase fêlé dont les deux parties ne pourront plus se ressouder ». Donc il y a cette partie européenne, et puis il y a l'immense majorité des Égyptiens qui n'est pas là-dedans. Oui, parce que c'était quand même une vie luxueuse. Quelles étaient les motivations d'Édouard Rampin ? Les motivations étaient d'abord de créer une ville pour l'élite un petit peu fortunée du Caire, ou les riches étrangers. Et très vite, cette orientation initiale
va quelque part changer parce qu'on aura une crise économique internationale en 1907 qui va faire qu'on va réorienter le projet initial de ville, un petit peu de villégiature, si je puis dire, et on va donc ouvrir Héliopolis aux fonctionnaires, aux ouvriers égyptiens, et je dirais heureusement, parce que si ce n'avait pas été le cas, je pense que Nasser l'aurait bombardée, parce qu'elle aurait trop représenté quelque part l'Occident. Et alors, est-ce qu'il y a vraiment une influence belge à cette époque ? Il y a une influence belge, mais quelque part, Édouard Rampin, son influence belge est un petit peu atténuée par le fait qu'il est captivé par l'Orient. Donc il va mandater 2 grands architectes, Alexandre Marcel, qui est l'architecte français que tout le monde connaît, et Ernest Jaspar, qui est un tout jeune architecte belge, mais qui sont tous les deux imprégnés d'orientalisme. Donc ils vont essayer de ressusciter le style des Fatimides, le style des Mamelouks dans les bâtiments d'Héliopolis. Et c'est un roman historique, et vous nous rappelez d'ailleurs que Léopold II, avant d'être Léopold II, va faire son voyage de noces au Caire, et donc lui, il a des envies coloniales là. Oui, il a des envies coloniales, et puis Léopold II adore l'Égypte. Il s'est rendu 2 fois alors qu'il était duc de Brabant, donc avant d'être nommé roi, et c'est vrai qu'il a une manie de la colonie, et donc il voyait très très bien la Belgique coloniser l'Égypte, un petit peu comme Bonaparte avant lui. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, quand même, l'Égypte est occupée par les Britanniques. L'Égypte est une colonie britannique. Oui, évidemment, Même mais si- là il se dit pourquoi pas la Belgique Voilà. finalement. Voilà, Non, c'est mais ça. c'est-à-dire Oui. l'Égypte est politiquement, militairement occupée par les Britanniques, mais avec une vraie influence française de la francophonie à travers les missions aussi bien laïques que religieuses, etc. Donc il y a toujours, c'est le français dans ma jeunesse, enfin dans mon enfance, c'est la langue qu'on entend au centre du Caire, que parlent à la fois une partie des Égyptiens, notamment les Coptes, mais aussi les Grecs, les Italiens, etc., etc. Donc il y a une vraie influence française. La France a lutté un peu contre les Britanniques par cette influence culturelle. La France et la Belgique, Et donc la Oui. Belgique. comme vous nous le Et rappelez dans d'ailleurs, le votre roman. français est une manière de faire de la résistance Oui, à l'occupation absolument. britannique. Oui. Quelque part, c'est de rappeler que la France a la main mise sur l'égyptologie aussi. C'est Et aujourd'hui, important. que reste-t-il de ce passé prestigieux d'Héliopolis ? Est-ce qu'il y a Alors, encore des demeures ? 80% des bâtiments initiaux d'avant 1920 sont encore là. Malheureusement, il y en a certains sur lesquels des bâtiments supplémentaires ont été construits. Donc, d'un immeuble, on a fait des immeubles avec des appartements beaucoup trop élevés et on a construit un petit peu au détriment de l'espacement du bâti, puisque une des spécificités d'Héliopolis, c'était d'avoir une ville verte avec énormément de plantations, un espacement entre les bâtiments, et tout ça va être contré par les bâtiments construits de façon anarchique. Mais les bâtiments emblématiques sont encore là. Vous avez le Palace Hotel, qui était considéré comme le plus bel hôtel du monde, est un des palais présidentiels. Le palais hindou d'Édouard Rampin, en style khmer, absolument désopilant et extraordinaire, complètement magique, est encore là. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui le restaure, et le palais de Bogos-Nubar, que j'ai voulu désespérément visiter, je n'ai pas pu, puisque c'est le ministère de la Censure qui y est établi, donc autant vous dire que je n'avais aucune chance. Donc est ce n'est pas encore là. encore ouvert au grand public. C'est pas encore ouvert au grand public, mais j'ai pu rencontrer lors de mes visites des jeunes qui sont fédérés dans une association qui s'appelle Heliopolis Heritage et qui font des tours en vélo en montrant aux visiteurs en fait des photographies des anciens bâtiments. Et c'est passionnant parce que j'aurais envie que les gens, quand ils vont au Caire, au lieu de se précipiter pour aller voir les pyramides et d'aller faire une croisière sur le Nil, passent aussi une journée à se promener dans le centre de l'Héliopolis historique. Donc c'est une partie encore un peu méconnue, selon vous, du Totalement, patrimoine totalement. égyptien ? Totalement. Si vous atterrissez au Caire, vous allez emprunter l'ancienne avenue des Palais, qui est devenue une sorte d'autoroute, et vous allez passer rapidement devant le palais hindou. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce roman, Alain Grèche ? Roman historique, est-ce que vous avez été surpris, vous qui connaissez très bien le Caire, l'Égypte, Héliopolis, vous connaissiez sur le bout des doigts ? Non, pas sur le bout des doigts, mais non, j'ai appris plein de choses sur la manière dont ça s'était fait et effectivement l'importance que Héliopolis a eue au début du XXe siècle. Il faut rappeler que le Caire, que je l'ai dit, il y a Héliopolis, mais même le centre du Caire, c'est haussmannien. C'est-à-dire, on peut même le voir, malgré la dégradation des bâtiments au centre du Caire, on peut le voir. Donc il y a cette influence européenne, il y a cette volonté d'une partie des élites de se lier à l'Occident. Le problème, c'est qu'effectivement, ces élites, elles se lient d'une certaine manière à l'Europe, mais elles oublient les 95% du peuple égyptien qui est un peu à l'écart de tout ça. Et vous pourriez en parler justement de ce patrimoine dans Orient 21 ? On rappelle, c'est votre magazine en ligne où vous traitez de cette Ah oui, actualité. oui, absolument. On essaie de traiter, pas suffisamment des problèmes de patrimoine. On a fait des choses sur le patrimoine d'Alexandrie, par exemple. Le canal de Suez aussi, vous y êtes revenu. Oui, mais
en termes de patrimoine, si vous voulez, il y a une défense aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'habitants qui se mobilisent contre la destruction du patrimoine à Alexandrie, comme il y a des gens qui se mobilisent contre la destruction du patrimoine au Caire ou dans d'autres pays ou dans d'autres parties du pays. Je crois que c'est très important de maintenir cet héritage qui est une partie de l'histoire égyptienne. Alors, votre magazine fête ses 5 ans. Et donc s'offre une nouvelle formule. Alors, quelle est cette nouvelle formule? On va la découvrir dès demain, donc vous allez la découvrir dans MOE en avant-première aujourd'hui. Mais Alain Grèche, donc qu'est-ce que vous proposez pour cette nouvelle formule d'Orient 21? Donc, on fête le 5e anniversaire, c'est demain, le 1er octobre. Donc, on a été créé en 2013. On s'est pas mal développé, puisqu'on publie non seulement en français un article de fond par jour, mais aussi en arabe et en anglais. Donc l'idée, c'est de toucher un public, de continuer à toucher un public plus large pour une région qui est à la fois, on l'a dit dès le départ, qui est à la fois très proche et qui fait de plus en plus peur à cause des problèmes de terrorisme, d'islamisme, etc., etc. Et que nous voulons essayer de sortir de cette vision, en plus de sortir d'une vision qui ne voit pas ce qu'il y a dans ces sociétés en termes culturels, en termes d'invention, en termes de dynamisme de la jeunesse. Et nous voulons donner un peu accès à tout ça avec à la fois des journalistes, mais aussi des chercheurs, des spécialistes de la région qui en général parlent la langue. Vous voulez vulgariser, c'est vrai qu'il y a maintenant une rubrique qui s'appelle « Va comprendre ». Elle est destinée aux jeunes. C'est important de parler aux jeunes. C'est important c'est-à-dire c'est important, si vous voulez, le monde a l'air tellement compliqué des fois que les gens se découragent en disant « mais je ne peux pas comprendre ». Et donc, c'est important d'essayer sur des questions d'actualité, je ne sais pas, la guerre au Kurdistan, qu'est-ce qui se passe en Palestine, etc., de donner un certain nombre d'éléments qu'on peut lire relativement rapidement. C'est des articles de 3 ou 4 feuillets, mais qui permettent de comprendre ce qui se passe. En fait, l'idée est venue à partir de débats qu'on a fait avec des jeunes, qui posaient des questions. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de répondre à leurs questions telles que eux les posent, pas telles que nous les posons. D'où l'utilisation aussi de vidéos. C'est important aujourd'hui d'avoir dans un magazine en ligne des vidéos pour expliquer en fait un peu ce qui se passe. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même très compliqué et qu'il y a des peurs aussi qui sont liées. Et demain, on va... une des choses qu'il va y avoir, c'est une vidéo sur nos 5 ans. C'est 5 ans de vidéos sur Orient 21, les différentes personnes qu'on a interviewées, les différents problèmes qu'on a abordés. Alors en général, on essaye, il y a 2 types de vidéos. Il y a celles qui sont très courtes, c'est-à-dire en 3 minutes, on essaye d'expliquer un problème, ou bien des fois des conversations plus longues avec des spécialistes sur telle ou telle question. On va profiter de votre présence pour vous poser quelques questions d'actualité, mais je vais revenir sur cette appétence, en fait, cette envie de mieux se connaître. Vous le constatez, Amélie Darscott, quand vous faites des conférences au Caire? Oui, tout à fait. J'étais très touchée d'abord par le nombre de personnes qui sont venues m'écouter, parce que c'était un peu paradoxal d'avoir une Européenne qui vient en Égypte raconter une histoire d'Égypte, en fait, à partir du début du XXe siècle. Et donc, je remarque que ce lien entre les deux cultures est très important. Et comme le disait Alain, c'est vrai que l'architecture du Caire est très haussmannienne par moments, mais les Khedives ont été, donc les vice-rois d'Égypte, ont été très attirés par Paris. Ils ont souvent étudié en France, ils ont fait des voyages à Paris, ils ont voulu moderniser le Caire un peu au détriment des caisses de l'État, parce que pour finir, l'État égyptien s'est trouvé véritablement en faillite. Donc Alain Grèche, on va revenir sur un des dossiers qui est intitulé Israël-Palestine, une si longue histoire, un dossier qui est aussi à lire dans l'hebdomadaire Politis en version papier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Bon, déjà, l'Égypte, quel rôle? Est-ce que depuis l'arrivée du président Sisi, est-ce que ça a changé la donne par rapport à Morsi, par rapport effectivement à la bande de Gaza, aux Palestiniens? Est-ce que vous pensez que ça a bouleversé? D'un côté, on peut dire que depuis 20 ans, le rôle de l'Égypte s'est affaibli dans la région. D'abord parce que, de manière interne, l'Égypte est un pays faible, qui a beaucoup de difficultés économiques, politiques, etc. Et donc, le temps où l'Égypte était le leader du monde arabe, il est vraiment terminé. Aussi bien d'ailleurs sur le plan politique que même sur le plan culturel. Il fut un moment où l'Égypte, c'était le centre de la culture. Malheureusement, ça ne l'est plus. Mais il y a des sujets sur lesquels l'Égypte joue un rôle important, notamment la Palestine et notamment Gaza. Parce que Gaza, c'est la frontière avec le Sinaï, où il y a une insurrection islamiste extrêmement active et que le régime n'arrive pas, ça fait maintenant 5 ans, le régime n'arrive pas à en venir à bout. Et donc, il y a nécessité d'essayer de stabiliser la situation à Gaza, qui est Enfin, je veux dire, les rapports des Nations Unies sont absolument catastrophiques sur ce qui se passe. Il y a 2 millions d'habitants qui vivent dans une prison à ciel ouvert, qui sont
affamés, etc. Donc il y a des risques d'explosion et des risques de guerre avec Israël. Et le gouvernement israélien essaye de jouer les intermédiaires entre Israël et le Hamas pour arriver à une solution. Le gouvernement Égyptien. Égyptien, voilà. Mais alors, et quand vous entendez Donald Trump qui promet de présenter son plan de paix équilibré, hein, je cite le président américain, d'ici 4 mois, vous êtes rassuré, convaincu? D'abord, le terme équilibré, la politique américaine n'a jamais été équilibrée au Proche-Orient, elle a toujours été pro-israélienne, mais il y avait quand même un vernis de dire nous voulons être un intermédiaire. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce vernis, c'est-à-dire le transport de l'ambassade américaine à Jérusalem, les attaques contre l'UNRWA, c'est l'organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens pour les Nations Unies, montrent qu'ils sont maintenant partie prenante du conflit. Ce qui fait qu'il n'y a pas, pour eux, ils n'ont plus d'interlocuteurs palestiniens. Il n'y a personne avec qui ils discutent. Ils ne discutent qu'avec le gouvernement israélien, dont il faut dire il se situe plutôt pas à la droite, il se situe à l'extrême droite. Donc dans ces conditions, je pense qu'il n'y a aucune chance que ce plan de paix réussissent. Alors il y a eu un moment l'idée que ce plan de paix, il l'avait négocié avec les Séoudiens, que les Séoudiens allaient accepter, etc. Mais je pense que quelle que soit la volonté du régime séoudien, qui pense que l'ennemi principal c'est l'Iran, c'est pas Israël, je ne vois pas un gouvernement séoudien dire à sa population Jérusalem c'est terminé, on renonce et ça sera israélien pour l'éternité. Donc je pense qu'au-delà des mots, je pense qu'il n'y aura rien. Mais alors comment comprendre effectivement cette déclaration d'intention sur ce dossier? Il faut dire que ça fait 10 ans que les Américains annoncent, il n'y a pas que Trump, qu'ils vont trouver un plan. Mais là, il le fait avec une arrogance qui est son arrogance personnelle, je dirais, qui fait qu'il pense trouver une solution. Mais je pense qu'il y a une des choses, c'est que les gens qui négocient, des gens comme Kushner, qui est le gendre de Reagan, de Trump, ne connaissent rien à la région. Ils ne connaissent que les Israéliens. Et ils ont totalement intégré le discours israélien. Donc ils sont incapables de jouer, de comprendre, de négocier même avec Mahmoud Abbas, qui est pourtant, je veux dire, plus modéré que lui sur la scène palestinienne, on ne fait pas. Donc s'ils n'arrivent pas à négocier avec Mahmoud Abbas, je ne vois pas très bien avec qui ils pourront négocier. Mais c'est typiquement un sujet que vous traitez dans Orient 21. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui intéresse beaucoup parce que ça reste une question sur laquelle il y a quand même... D'abord, il y a un intérêt international, il y a une mobilisation autour de la question palestinienne. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde les grands conflits, c'est le seul qui suscite un engagement à travers toute la planète. Il y a des manifestations pour la Palestine. Donc il reste un intérêt quand même du grand public pour cette question. Il y a eu aujourd'hui ou hier le Real Madrid qui a reçu Ahmed Tamimi, la fameuse fille qui avait giflé... Une jeune femme palestinienne. Voilà, qui a eu et ils l'ont reçu à un club de football. Donc ça montre un peu l'importance que cette question continue à avoir. Alors on rappelle, Orient 21 donc, célèbre ses 5 ans demain, nouvelle mouture, le 1er octobre. Vous le savez, c'est un rendez-vous de MOE. Maintenant, c'est l'heure des coups de cœur de nos invités. Et on va commencer avec vous. Vous êtes prêté au jeu des coups de cœur. Alors, quel est votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est une exposition qui a lieu à Bruxelles, à la Villa en Pin, qui est rachetée par la Fondation Bogossian, qui s'appelle Beyond Borders. Et je pense que c'est une exposition extrêmement intéressante à l'heure actuelle. C'est d'aller au-delà des frontières. Donc, on a confronté des œuvres d'artistes européens, d'artistes du Moyen-Orient, sur la problématique de la frontière. Oui. C'est extrêmement émouvant. Donc, c'est une exposition que je vous recommande, outre le fait... qu'elle se passe dans un bâtiment absolument sublime, art déco, qui a été construit par l'architecte Michel Pollack pour le second fils du baron Empain, qui était Louis Empain. Amélie Darscott, donc qui est fidèle au baron Empain. Votre coup de cœur à vous, Alain Grèche? C'est un livre de Mona Chollet qui s'appelle Les sorcières, qui part de la chasse aux sorcières faite contre les femmes au XVIe siècle, c'est-à-dire en pleine période de la Renaissance. C'est-à-dire on a brûlé les sorcières, soi-disant, au moment où l'Europe prétendait qu'elle se développait. Et elle montre à quel point cette chasse aux sorcières, c'était pour mettre les femmes à leur place. Et elle développe dans son livre comment, dans nos sociétés, on ne parle pas du Sud, on ne parle pas de l'oppression des femmes ailleurs, ça on est toujours très fort pour parler de l'oppression des femmes ailleurs, mais de l'oppression des femmes chez nous, de leur marginalisation, et ça me semble quelque chose de très important, et le livre se lit avec un grand plaisir, et elle a une grande plume. Donc on rappelle le titre et les éditions peut-être? Les sorcières, et c'est paru aux éditions de La Découverte. Merci Alain Grèche, merci Amélie Darscott d'avoir participé à cette émission MOE, donc voilà, on rappelle encore une fois
crois qu'on peut retrouver votre livre effectivement dans les meilleures librairies et même les autres. Oui. Et que Orient 21 célèbre son anniversaire le 1er octobre avec une nouvelle formule. Donc n'hésitez pas à aller voir Orient 21, nouvelle formule. Merci encore d'avoir participé à MOE. C'est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur les réseaux sociaux. Évidemment, restez connectés. À très bientôt sur TV5 Monde.